Bonsoir à tous, bienvenue sur NCI News, voici les titres de l'actualité. Il s'appelait Annie Guibaï Laurent Barthélémy et il avait 14 ans. L'identité du jeune Ivoirien, retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un vol en provenance d'Abidjan, a été dévoilée ce vendredi. Les circonstances de sa disparition à suivre dans quelques instants. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et la coalition Pro-Gbagbo EDS ont animé une conférence de presse ce jour. S'ils saluent la reprise du dialogue politique dans le pays, l'opposition demande toujours la réforme de la commission électorale indépendante. Et l'ONU évoque ce vendredi des crimes contre l'humanité, peut-être même de génocide contre une communauté de l'Est de la République démocratique du Congo. Elle met en cause des meurtres, des persécutions et des transferts forcés de population. Annie Guibaï Laurent Barthélémy ne reverra plus ses parents ni ses amis de classe. L'identité de ce jeune garçon retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un vol en provenance d'Abidjan est désormais connue. Il avait seulement 14 ans. Pierre Dipomélin et Éric Kimo. Il s'appelait Annie Guibaï Laurent Barthélémy, 14 ans. L'identité du corps découvert dans le puits du train arrière d'un avion de Air France à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris est désormais connue. Le ministre du Transport Amadou Koné l'a révélé ce matin, indiquant les circonstances de sa disparition. Il s'agit de M. Annie Guibaï Laurent Barthélémy, né le 5 février 2005 à Yopougon, élève en classe de 4e dans un lycée si à Niangon-Lokwa. Son identité a été confirmée par les parents et il a été découvert accroché sur l'axe central de la roue du train principal de l'aéronef. Dans son école au lycée Simone et Yves Gbagbo à Yopougon, bâtiment B, salle 29, l'information n'est pas encore répandue, mais ses éducateurs sont sous le choc. Barthélémy est décrit comme un élève ordinaire et sans histoire particulière. Le connaissant, rien ne présageait que une telle situation pourrait lui arriver. On a fait les conseils de classe, aucun professeur n'a dit que l'élève Annie Guibaï est perturbateur, il trouble la classe, il est impoli, il est absent, aucune trace. Mais on est vraiment surpris. On est vraiment sous le choc. Depuis lundi, nous sommes sur cette affaire. Nous avons entrepris des démarches auprès de ses amis pour pouvoir le retrouver. Mais aujourd'hui, m'a annoncé son décès. C'est vraiment avec beaucoup de peine que j'ai reçu la nouvelle. Étant éducatrice de l'élève, je suis vraiment peinée. Disparu depuis le 6 janvier 2020, où se trouvait-il? Préparait-il son voyage dans le quartier mitoyen de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny? L'enquête en cours le dira. Pour l'heure, le ministre annonce une opération de déguerpissement. Le gouvernement a d'ores et déjà entrepris le renforcement des dispositions de sécurité et de sûreté dans l'espace aéroportuaire d'Abidjan. Plusieurs mesures ont été arrêtées, notamment le déguerpissement des emprises de l'espace mitoyen de la zone aéroportuaire, en vue d'établir une zone tampon de sécurité autour de l'aéroport. Si ce drame est le premier du genre en Côte d'Ivoire, près de 86 cas de passagers clandestins dans les puits de trains d'atterrissage sont signalés à travers le monde, selon le ministre Amadou Koné. Il annonce un renforcement des dispositions de sécurité dans l'espace aéroportuaire. La réforme de la commission électorale indépendante est une priorité. C'est ce qu'ont déclaré conjointement ce vendredi le PDCI et l'EDS. C'est à l'issue d'une conférence de presse qui fait suite à la reprise du dialogue politique. Salif Yalekou et Tanguy Conan. 24 heures après avoir pris part aux discussions présidées par le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, le PDCI et le mouvement EDS, tous deux de l'opposition, ont réitéré ce vendredi leur priorité qui demeure la réforme de la commission électorale indépendante. Il ressort de nos entretiens que le gouvernement veut ouvrir des discussions sur tous les sujets relatifs à l'organisation des élections.
Nous en prenons acte et notre réaction est la suivante. EDS et le PDC-RDA recusent avec force et conviction la CEI actuelle qui n'est ni consensuelle, ni impartiale, ni indépendante. Pour cette opposition qui salue la reprise du dialogue politique, il s'agit d'une énorme aubaine pour lever tous les obstacles afin de favoriser des élections apaisées, toute chose qui permettra à la Côte d'Ivoire d'éviter une nouvelle crise post-électorale. Pour le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou-Gikawe, le jeu politique doit être à la hauteur des performances économiques du pays. Pour qu'il y ait des élections pacifiques, il faut que tout le monde participe. Si on accepte que ce soit inclusif, c'est ça. Donc il faut des élections pacifiques. Un pays qui a 40% du poids économique d'une région doit avoir la meilleure démocratie. La prochaine réunion entre le gouvernement et les regroupements des partis de l'opposition est prévue le mercredi 15 janvier prochain. En 1994, il crée Petro-Ivoire dans un environnement dominé par les multinationales. 26 ans plus tard, le groupe est le 3e distributeur dans le pays d'hydrocarbures, une récompense qui a nécessité travail, abnégation et détermination. Lui, c'est Mathieu Kadio Morokro, le mania de l'or noir. Dans un livre, il raconte sa success story afin d'inspirer les plus jeunes. Un livre qu'il a présenté ce jeudi en présence du ministre de la Culture, Yéli Traoré. Un livre pour raconter la vie d'un homme qui a réussi à s'imposer dans un secteur, celui des hydrocarbures, dominé par les multinationales, écrit par les journalistes Agnès Crédy et Zio Moussa. Jusqu'au bout du rêve retrace la vie du capitaine d'industrie Kadio Morokro. L'écriture de Jusqu'au bout du rêve, la biographie de M. Mathieu Kadio Morokro, fondateur de Petro-Ivoire, répond pour nous, journalistes, femmes et hommes, à la fois des lettres et des médias, du respect d'une exigence toute simple, celle de trouver des héros, trouver des modèles, trouver des références sur notre continent, dans nos pays en Afrique. Aucune nation ne se construit sans que des hommes ou des femmes n'incarnent des ouvreurs de voie et ne montrent le chemin. Et M. Kadio Morokro est un ouvreur de voie et montre le chemin du travail, le chemin de la réussite par le travail. Mathieu Kadio Morokro le dira, l'édition de ce livre est le fruit d'une rencontre entre lui et les deux auteurs qui réussiront à le convaincre de raconter son histoire en vue d'inspirer les plus jeunes. Madame Agnès Crédy et M. Zio Moussa m'ont entrepris un soir du 10 février 2016 à mon domicile. Madame Agnès Crédy et M. Zio Moussa nourrissaient un projet d'écriture sur moi-même et ainsi que ma carrière. Bref, ma biographie. J'étais un peu perplexe et je leur ai demandé pourquoi moi. Ils m'exposaient alors, séance tenante, leur motivation. C'est ainsi que commença cette aventure qui dure depuis bientôt 4 années de rencontres et d'échanges et qui ont abouti sur cet ouvrage Jusqu'au bout du rêve qui nous réunit ici aujourd'hui. Au nombre des personnalités venues prendre part à cette dédicace, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, parrain de la cérémonie, condisciple du lycée classique d'Abidjan, du fondateur et actuel président du conseil d'administration de la société Petro-Ivoire. Après la présentation, place à la séance de dédicace. Comme la plupart des invités, Cynthia Mo est ravie de se procurer un exemplaire du livre. C'est un honneur pour nous de s'imprégner de cette œuvre parce que c'est un bâtisseur, c'est un entrepreneur, c'est un modèle. Donc c'était avec plaisir que nous avons pris ce livre, que nous allons prendre plaisir à le lire, à le déguster et à le partager. L'on retiendra au final que le livre biographie Jusqu'au bout du rêve, consacré à la vie de celui qui a fondé la société Petro-Ivoire, est dédié à la jeunesse du pays, une jeunesse en quête de modèles, de repères et de sources d'inspiration.
Un génocide, c'est ce que pourraient constituer les massacres en République démocratique du Congo, précisément dans la région d'Ituri. Au moins 701 personnes ont été tuées dans cette localité et en grande partie en raison de leur appartenance à la communauté Emma. C'est la conclusion tirée ce vendredi par des auteurs d'un rapport des Nations Unies. Yéli Traoré. L'Organisation des Nations Unies enquête sur les violences dans la province de l'Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo. Une région connue pour son or et son pétrole. Des violences qui opposent deux communautés, les Lindous, majoritairement agriculteurs, et les Emma, éleveurs et commerçants. Des hostilités qui pourraient constituer des crimes contre l'humanité, voire de génocide, selon un rapport présenté ce vendredi à Genève. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo a publié aujourd'hui un rapport qui détaille les meurtres, les viols et d'autres formes de violence visant principalement la communauté Emma dans la province d'Ituri, dans le nord-est du pays, et il indique que la violence pourrait représenter des crimes contre l'humanité. Au moins 701 personnes ont été tuées selon cette enquête du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. La grande majorité des victimes semblent avoir été visées en raison de leur appartenance à la communauté Emma, avec 402 personnes mortes entre décembre 2017 et septembre 2019. La barbarie qui caractérise ces attaques, y compris la décapitation de femmes et d'enfants avec des machettes, le démembrement et le déplacement de parties du corps des victimes comme trophées de guerre, reflètent la volonté des assaillants d'infliger un traumatisme durable aux communautés Emma, de les forcer de fuir sans qu'elles puissent revenir dans leur village. La reprise des hostilités intercommunautaires dans cette province en décembre 2017 est un conflit de plus à la longue liste des violences qui déstabilisent la République démocratique du Congo. Je vous le disais hier, cette nouvelle attaque qui visait un camp militaire de Chinagoder, près de la frontière avec le Mali. Elle aurait fait 25 victimes du côté nigérien, chiffre donné quelques heures après l'offensive par le porte-parole du ministère de la Défense, évoquant une attaque terroriste. Plusieurs d'entre eux ont par ailleurs été neutralisés. On écoute le porte-parole du gouvernement. Le jeudi 9 janvier 2020, aux environs de 13 h, le poste militaire avancé de Chinagodra, sur la frontière du Mali, a repoussé une attaque menée par des éléments terroristes venus à bord de plusieurs véhicules et motos. La riposte, avec l'appui aérien combiné de l'armée de l'air nigérienne et de nos partenaires, a permis d'effectuer des frappes et mettre l'ennemi en déroute hors de nos frontières. Le bilan provisoire est le suivant. Côté ami, on déplore 25 décédés et 6 blessés. Côté ennemi, 63 terroristes neutralisés et plusieurs motos calcinées. Les opérations de ratissage se poursuivent. Le ministre de la Défense nationale, au nom du président de la République, chef suprême des armées, et au nom du gouvernement, présente ses condoléances attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. C'est le retour des anciens chefs d'État en Centrafrique. L'ancien président et ex-chef de la Séléka, Michel Djotodia, en exil au Bénin depuis 2014, est arrivé ce matin à Bangui. 6 ans après son départ, il revient pour, dit-il, rencontrer tous les acteurs politiques. Une arrivée qui intervient quelques semaines après le retour de l'ancien chef de l'État qu'il avait renversé en 2013, François Bozizé. Yéli Traoré. L'ancien président centrafricain Michel Djotodia a atterri à Bangui ce vendredi matin dans la matinée à bord d'un vol en provenance de Cotonou, au Bénin. Il y vivait en exil depuis sa chute en 2014. Une arrivée qui intervient à quelques semaines du retour d'un autre ancien chef de l'État. À son arrivée à l'aéroport de Bangui, Michel Djotodia a émis le souhait de rencontrer François Bozizé, qui l'avait renversé en 2013 en prenant le pouvoir, ainsi que toute la classe politique centrafricaine. Il serait aussi important de rencontrer tous les autres acteurs. Je voudrais parler de mon grand frère Bozizé, je voudrais parler de ma soeur Sama Panza, je veux parler des anciens premiers ministres, les chefs des partis politiques. Il faut les rencontrer tous.
Je ne suis pas venu pour quelqu'un, je suis venu pour le peuple centrafricain. Je crois que je suis clair. C'est pour le peuple centrafricain que je suis venu. Un peuple qui paie lourd le conflit intercommunautaire qui dure dans le pays depuis 6 ans et qui a causé la mort de milliers de personnes. Cette guerre oppose notamment les miliciens de la Séléka à majorité musulmane et fidèles au président Michel Djotodia, à des groupes d'autodéfense chrétiens et animistes, les anti-Balaka, fidèles à l'ancien président François Bozizé. De retour en Centrafrique, l'ancien chef d'État lance un appel à la réconciliation et à la pacification du pays, à tous les Centrafricains. Il y a un accord de paix déjà qui a été signé. Alors, il est temps maintenant que nous tous, et combattants, et tout le monde, tous les Centrafricains ensemble, qu'on se lève pour pacifier le pays. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Mais maintenant, ce temps-là est pour la paix. Et comme je le disais tantôt, 2020 doit être une année de paix pour le peuple centrafricain. En effet, le 6 février dernier, un accord de paix a été signé entre le gouvernement et 14 groupes armés, mais aussi entre ces groupes eux-mêmes, à Khartoum, au Soudan. Depuis, les combats ont baissé mais n'ont pas réellement cessé dans le pays. Le conflit persiste sous la forme de violences plus sporadiques entre groupes rebelles qui contrôlent plus des 2/3 de la Centrafrique, des combats qui continuent de faire de nombreuses victimes. À Abidjan, plus besoin de se déplacer pour acheter des plats emportés. Les restaurants viennent aux clients. Notre sujet ce soir dans NCI Reportage est croustillant. Ma bouffe en ligne, un extrait. Bonsoir monsieur Ben. Bonsoir monsieur. C'est la pizza. Ok, merci. Voilà la facture. 3500. Voilà la monnaie. Merci. J'aime commander parce que j'aime bien la pizza. Et puis à midi, c'est pas toujours facile de sortir par chez ça. Donc je commande en ligne et viens me livrer ma pizza. Un reportage à suivre à 20h15, juste après la météo. Et c'est la fin de ce journal. Très bon week-end à tous.